La singularité technologique est-elle un mythe stupide ou une réalité qui va bientôt arriver? Notre futur sera sobre et frugal ou vivrons-nous dans une abondance matérielle jamais égalée? Le progrès est-il contrôlable ou est-il une force autonome sur laquelle nous n'avons pas la main? Voici quelques questions qu'on se pose aujourd'hui avec Emmanuel Gauvin. Bienvenue sur le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Salut Emmanuel et bienvenue sur le podcast. Salut Shaiman, merci à toi. Et du coup, pour commencer, je te propose de te présenter un petit peu au niveau de ton parcours professionnel et idéologique principalement. Mon parcours professionnel ou personnel, c'est que ça fait pas mal de temps que effectivement je réfléchis à la prospective, à l'avenir de manière générale, parce que ça m'est tombé dessus un peu par hasard après le bac, à 18 ans, quand j'ai commencé mes études d'architecture et d'urbanisme, il y avait l'option prospective, donc dans l'idée en fait quand on veut concevoir un bâtiment, une ville ou l'infrastructure globale dans laquelle on vit, il faut à un moment réfléchir à qu'est-ce qui risque de se passer au niveau de la société, des mentalités. Donc c'est un peu de la sociologie, de l'anthropologie, mais aussi de l'étude des technologies, des sciences dures, qu'est-ce qui risque d'être possible, pas possible, etc. Donc c'était super complet, j'ai vraiment adoré. Et donc mon prof, qui était Frédéric Lefebvre, il faisait partie d'un groupe de prospectivistes qui s'appelle Prospective 2100. Je crois que ça a été renommé récemment, mais l'idée globale, c'était réfléchir un peu à tout ça. Et du coup, ça m'a plu tout de suite, et j'ai continué en fait un peu tout seul de mon côté, et aussi pour le boulot, à m'intéresser à tous ces sujets pas pour prédire le futur, parce que c'est pas possible, mais juste de faire des scénarios, faire des fictions qui peuvent être plus ou moins s'avérer plus ou moins vraies, et puis tu leur attribues une probabilité en fait, et c'est un mélange de créativité, parce qu'il faut un peu imaginer, et puis en même temps d'études assez précises, quoi, de qu'est-ce qui est concrètement possible, qu'est-ce qui est pas faisable, etc. Et puis du coup, aujourd'hui, tu travailles toujours là-dedans? Ouais, je travaille toujours en tant qu'urbaniste. Ok, excellent. Ouais. Et du coup, peut-être première grande question, c'est quoi justement les différents scénarios au niveau de la ville de demain? À quoi ça pourrait ressembler? En quoi ça serait différent par rapport à aujourd'hui? Voilà. Il y en a plein. En général, on dit demain. C'est vrai que c'est un métier où souvent on est marqué en 2050, en 2030, en 2100, quel est l'objectif. Donc c'est un des rares métiers où on réfléchit comme ça à long terme. C'est un peu frustrant au jour le jour, parce qu'on a des projets qui durent minimum 8-9 ans, maximum 20 ou 30. Donc c'est au-dessus un peu de l'échelle humaine ou personnelle. Donc c'est un peu frustrant, mais en général on dit que la ville de demain, c'est 90%, elle est 90% déjà construite. En fait, même si on changeait tout, il y a peu de chances, aujourd'hui en tout cas, on n'est pas à l'époque des 30 glorieuses ou après-guerre où il fallait tout reconstruire. On est vraiment dans un... Il y a peu de chances, vu la démographie, vu les forces économiques, etc., en présence, que la ville change radicalement. Donc en fait, on réfléchit déjà tous les scénarios en fait qu'on voit en science-fiction. On se dit bon, c'est peut-être dans très longtemps, mais en tout cas, la ville de 2050 probablement elle ressemble déjà beaucoup à celle dans laquelle on vit. Ceci étant dit, je pense qu'il y a des scénarios qui sont peut-être minoritaires, mais que je pense quand même assez qui sont quand même pas à négliger, où il y a vraiment des grosses modifications. Il y avait le climat, donc aujourd'hui un des principales incertitudes, c'est quel réchauffement on aura en fait, quel réchauffement climatique,
et à quel point ça va impacter les villes, mais pas que les villes, parce que ça impacte surtout la situation géopolitique, la façon dont qui vit où. C'est un gros sujet. Si l'Inde devient inhabitable dans 20 ans, les Indiens vont probablement bouger, peut-être en Europe. Donc ça risque de changer pas mal de choses. Ça, et puis il y a l'intelligence artificielle. À mon avis, c'est un des autres sujets en fait, où on a des scénarios, on peut donner des scénarios, on peut imaginer, mais à long terme, ça change tellement de choses que c'est très difficile de voir. Je pense on risque le virtuel, tout ce qui est numérique risque de prendre de la place. Et je me souviens d'un prof d'ailleurs en Allemagne, parce que j'ai étudié à moitié en Allemagne, qui disait en 2005, je crois en 2004, il nous avait dit à un moment, peut-être que la ville de demain, ce sera une sorte de gros cube noir, comme dans Matrix en fait, et on vivra. Alors, il a pas précisé si on vivrait dans le cube en mode complètement numérique, ou alors on vivrait un peu comme dans Matrix avec des casques, et puis 99% de nos interactions, de notre vie, etc., sera dans ce qu'on appellerait aujourd'hui le métavers, quoi. Et il disait ça comme un scénario, hein. Il y croyait pas forcément, mais il disait faut y réfléchir quand même. Faut pas dire. C'est dangereux, je trouve, avec les technologies, avec l'informatique surtout, de dire complètement c'est pas possible, parce que là encore, je parle d'un point de vue un peu personnel, mais mon père travaillait dans les télécoms, donc à France Télécom dans les années 90. Et on a été parmi les premiers à avoir du coup Internet, une sorte ce qu'il y avait avant Wanadu, une sorte enfin, bref, c'était une des rares personnes, mon père, à dire par exemple qu'on allait acheter plein de trucs sur Internet. Et je me souviens très bien des discussions, en fait, tout le monde disait mais tu délires, enfin c'est impossible, il faut voir d'abord l'objet en vrai, il faut discuter, etc. De facto, aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Il y a Amazon a des énormes hangars, et puis on achète de plus en plus sur Internet. Donc il y avait un truc comme ça, il y avait pas beaucoup de gens sur Internet à la fin des années 90. Quand j'ai fait mon premier site en 98, voilà, j'étais sur les chats de Yahoo par exemple, qui ont disparu, mais j'avais l'impression que c'était génial, que je pouvais discuter avec la Terre entière. Mais c'était très mal vu quand même. Je veux dire, au lycée, c'était un peu c'était un peu la honte quoi d'être sur Internet. Et il y a eu un changement avec Facebook, avec YouTube, etc. C'est devenu cool, mais avant c'était vraiment, on disait qu'il n'y avait pas d'avenir quoi. Et du coup, ce changement, d'avoir vécu ce changement, ça me laisse penser que les mentalités peuvent changer très vite, même pour des sujets qui paraissent complètement impossibles et qui peuvent faire peur, ou qui peuvent donner une impression de froideur ou de tristesse. En fait, il y a l'effet réseau qui fait qu'en fait, s'il y a personne, effectivement, c'est triste et c'est froid. Et s'il y a tout le monde, bah ça devient le monde réel, quoi. Ouais, c'est vrai que finalement, il y a quelques dizaines d'années, les geeks étaient un peu vus pas bien, quoi, et tout le monde se moquait un peu d'eux. Puis aujourd'hui, c'est eux qui détiennent la majorité du monde avec les GAFAM, et puis qui peuvent. Et je pense qu'en vrai, on a oublié à quel point c'était pas cool, quoi. C'était vraiment. Par exemple, il y avait que des hommes sur Internet, quoi. Enfin, apparemment, à un moment, il y a eu genre 75% d'hommes et 25% de femmes. C'était vraiment vu comme une impasse, un cul-de-sac, quoi. Que ça prendrait jamais, en fait. Et puis du coup, par rapport à la ville, notamment, donc tu disais que au niveau écologique, disons l'écologie pourrait avoir un impact sur la ville, mais la ville a aussi, disons, un impact écologique. Est-ce qu'il y a justement des choses qui sont pensées pour peut-être diminuer l'impact écologique que peuvent avoir les villes? Oui, il y a déjà une ville, c'est assez peu. Enfin, c'est difficile à calculer. Aujourd'hui, on est quasiment tous dans des villes. 80% de la population en France dans des villes, même si la
la notion de ville, en fait, elle est difficile enfin, c'est difficile de définir la ville parce qu'aujourd'hui, il y a par exemple des grandes banlieues, les gens vivent comme dans une ville, Mm. avec tout le confort de la ville et non plus tout d'activités agricoles, mais de facto, ils sont un peu dans des, dans des zones agricoles. Du coup, la ville, ça dépend comment on la définit. Si on la définit comme une sorte de niveau de confort, etc. Si on définit une sorte de seuil de densité, euh, oui, il y a la ville dense qui est effectivement beaucoup plus écologique. En fait, ce qui est évident, c'est que la densité, c'est écologique. La, Mais ça peut paraître vraiment étonnant quand même, parce qu'on a quand Hmm. même l'image, les gens qui sont écolos, c'est les gens qui sont à la campagne, qui vont acheter le fromage chez le producteur local et puis qui font pousser les courgettes dans leur jardin, quoi. C'est pas le citadin qui fait venir ses avocats du Mexique, tu vois. Et en fait, pas du tout. Les citadins sont plus écolos. Comment c'est possible ça? Je sais pas s'ils sont plus écolos, mais ils ont un impact qui est, je pense, que c'est dû en fait à la, à la rationalisation, en fait, à la mutualisation surtout. C'est-à-dire que si je suis dans un immeuble, par exemple, je vis dans un immeuble et j'ai toutes les conduites d'alimentation en eau, d'évacuation qui sont mutualisées. Enfin, alors que si j'habite dans une ferme, il va falloir tirer toutes ces conduites. Ça va faire déjà du matériau en plus, de l'énergie grise, donc tout ce qui est tout ce qui est la fabrication du réseau lui-même. Et ensuite, bon, il y a les transports, effectivement, j'amène des choses de loin, mais quand je suis à la campagne également, je veux dire, j'amène des outils, etc. Donc il y a un bilan au final qui est assez compliqué à faire. Euh, mais dans l'ensemble, le fait de mettre des choses en commun, Mm. bah, typiquement dans un immeuble, mon plancher et le plafond du voisin sont la même chose, donc j'ai mis en commun beaucoup de matériaux. Pour les déplacements, c'est énorme en termes de réduction. Je vais travailler, j'y vais en vélo ou j'y vais à pied. Euh, je réduis, alors que si je fais 90 km en voiture, déjà je vais augmenter mon bilan carbone énormément. Mm. Donc oui, effectivement, la densité est directe. Si tu as la maison la plus écolo du monde et la voiture la plus écolo du monde, ça suffira pas. Tu seras quand même plus énergivore que si tu prends le RER et tu as un appart. Mm. Donc en fait, paradoxalement, quand je vois, c'est vrai que quand on voit le Blade Runner avec les néons et les grands immeubles, on se dit ouais, c'est pas écolo, mais en fait enfin, la Chine, Hong Kong, c'est des territoires qui sont plutôt écolos. Alors après, faut voir parce que en ville, il y a aussi beaucoup de gens riches, et les gens riches, ils ont tendance à avoir des comportements énergivores en prenant l'avion, en achetant des trucs qui sont fabriqués loin, en consommant beaucoup. La ville, c'est vrai, c'est aussi un endroit où on consomme, parce qu'on a des choses sous les yeux, on a envie de les acheter. Mm. Il y a aussi cette sorte de... L'économie fonctionne pas mal au désir et puis à la jalousie, un peu, ou à l'envie, en fait. Et du coup, on voit quelqu'un qui a quelque chose, on dit, ah, je veux la même chose. Du Mm. coup, les villes aussi ont été quand même des sortes d'accélérateurs à consommation. Donc ça, on peut pas le nier. Mais même ça, c'est en train de changer grâce à Internet, parce qu'on peut habiter à la campagne et être sur Amazon et puis consommer énormément parce que c'est possible maintenant. Du Mm. coup, honnêtement, c'est très compliqué l'empreinte écologique des différents modes de vie. Mais c'est vrai que à terme, enfin, la ville la plus vertueuse possible d'un point de vue écologique. À un moment, on avait réfléchi avec un bureau d'études en urbanisme, c'était des immeubles pas trop hauts, 3-4 étages, mais quand même des immeubles. Pas mal de végétal pour faire éviter les îlots de chaleur, etc. Et ça ressemblerait un peu idéalement à, je sais pas si tu connais voilà, en Suisse, il y a pas mal de quartiers un peu de ce type, ou même dans le sud de l'Allemagne, à Fribourg, il y a un quartier qui s'appelait Vauban. Mm. Et pour le coup, c'est vrai que c'est des solutions qui sont simples. Mm. En général, on parle de low-tech, c'est assez à la mode, le fait qu'en fait, t'as pas besoin de beaucoup de technologie pour, pour, euh, comment dire, Pour pour, avoir un impact positif ouais, sur le climat, quoi. Et c'est en tout ça. cas que je pense par exemple, tu disais le fait de rajouter de la verdure, ben non seulement ça
protège les gens parce que les arbres amènent de l'humidité, de l'ombre, etc. Et en plus, ça permet de capturer une partie du carbone, étant donné Mm. que les plantes capturent du carbone, quoi. Donc c'est vrai que c'est typiquement des choses assez simples, mais qui peuvent être très efficaces, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Après, après, le diable est dans les détails, quoi. Après, s'il n'y a pas d'arbre et qu'on le ramène de très loin et que pour le faire pousser, enfin, c'est hyper compliqué. Euh, Après, il y a l'énergie elle-même. Je pense que l'énergie, c'est une grosse partie du problème. Et ça, malgré tout, je pense que la, enfin, la technologie, le fait d'avoir des sources d'énergie nouvelles, Mhm. ça peut être le nucléaire, le renouvelable ou la fusion nucléaire, pour moi, ce serait l'énergie idéale. Ça peut changer la donne dans le sens où les modes de chauffage, etc., notamment du passé, le bois, enfin, brûler du bois, brûler du charbon, c'était pas génial. Donc, je pense que la bonne chose, c'est un mélange de technologie et d'une certaine sobriété quand même. Mhm. Et puis, justement, on entend parfois parler de smart cities ou comme ça. Est-ce que ça, c'est en quoi ça consisterait? Et puis, est-ce que c'est un scénario qui te semble probable, souhaitable? Smart City, c'était ah bah, j'étais à une conférence récemment sur la Smart City. En fait, c'est un peu, à la base, c'est créé par des boîtes d'informatique, en fait, le concept, pour vendre des petits gadgets. Ok. Donc ça partait quand même mal. Euh, et c'est pas mal porté par des villes comme Singapour ou des villes qui sont déjà développées. En fait, c'était un peu dans le but comment faire de l'argent, comment continuer à faire de l'argent quand les villes sont déjà construites, quoi. Donc il y a un peu quand même de bullshit dans la Smart City. De facto, c'est vrai qu'on l'utilise par exemple, là, je fais un projet où bah, quand on passe pas la nuit, par exemple, les lumières sont éteintes et puis s'il y a quelqu'un qui passe, un humain ou même un renard ou un gros animal, bref, il va allumer les lumières. Mhm. Euh, donc ça, oui, c'est intelligent entre guillemets, mais il y a aussi les déchets parfois qui appellent le camion poubelle une fois que les poubelles sont pleines. Mais en fait, c'est vraiment des gadgets. Et au final, c'est pas. Il faudrait, en fait, pour qu'elle marche vraiment, il faudrait une sorte de conception totale où tous les réseaux sont monitorés en fait en temps réel. Mhm. Et même là, les gains, enfin, ils seraient un peu minimaux. Après, pour autant, l'idée de ville intelligente, je pense que ça existe et c'est pas stupide en l'occurrence. Mhm. Mais c'est plus sur l'organisation elle-même du réseau, la façon dont on a étudié les déplacements des gens. Euh, un réseau peut être intelligent ou pas, quoi. Un réseau de transport en commun notamment. Mhm. Et notamment, plus il y a de feedback, ben, la notion de feedback, elle est quand même intéressante en Smart City. C'est-à-dire s'il y a des feedbacks qui aident à savoir en fait ce que font les gens, ce que veulent les gens, et adapter en fait l'offre en fonction. Mhm. Mais ça reste que des trucs vraiment, comment dire. Bah, typiquement, l'offre de transport en commun, c'est quelque chose qui est pas du dur, quoi. Le dur, ça va être la route, ça va être le réseau d'égouts, etc. Ça, c'est des choses qui sont, une fois qu'elles sont faites, elles sont faites. Et mieux vaut les avoir conçues de manière intelligente. Mhm. Et puis, un autre sujet que j'aurais aimé aborder, c'est tout ce qui concerne le transhumanisme et son intégration, disons, en politique. Parce que du Mm. coup, tu fais partie de l'association française transhumaniste Mm. et tu as beaucoup travaillé sur ces sujets. Du coup, déjà, peut-être qu'est-ce qui a été fait par rapport à ça euh, pour intégrer peut-être le transhumanisme justement en politique. Tu veux dire la politique dans quel sens? La politique, Dans politique le sens classique? parti transhumaniste, etc. Bah en fait, bah du coup c'est vrai que comme je m'intéresse un peu à la façon dont la technologie influence c'est-à-dire la société. Mhm. euh, Enfin, en partant de la prospective, c'est vrai qu'on se rend compte au bout d'un moment que
enfin pour moi en tout cas, je pense que la technologie et la science, plutôt même la connaissance en fait, c'est vraiment une force importante d'amélioration du bien-être et c'est positif. Enfin, le progrès, je pense qu'il malgré tout, il existe dans le sens où quand quelque chose arrive, quand on n'a pas envie de revenir en arrière, en général, c'est qu'il y a du progrès. Donc je pense que le progrès existe euh, et que, enfin, les progrès sociaux. Enfin, si on s'intéresse aux progrès sociaux, à l'amélioration globale pour tout le monde de la société, malgré tout, la connaissance, c'est important. Et je trouve que c'est sous-estimé. C'est pour ça qu'effectivement, je me suis rapproché des mouvements qui sont techno-progressistes ou qui s'intéressent vraiment à la technique. Parce que je trouve que les mouvements progressistes classiques, du genre, ben, ça peut être la gauche, les écolos ou les mouvements, on va dire, toutes les groupes d'action en fait politiques progressistes, ils mettent complètement de côté, souvent un peu par technophobie ou par méconnaissance, ils mettent de côté complètement la connaissance, la technologie, et ils reprochent aux technophiles entre guillemets de tout miser sur la technologie et de complètement alors que c'est faux en fait, on peut mélanger les deux. Et je pense qu'en fait malgré tout la technologie et enfin, la technique au sens large, en fait, c'est une énorme force de progrès social. Mais sur tous les domaines, en fait, sur l'énergie, sur l'agriculture, si on réfléchit à comment on a évité, en fait, la famine, parce qu'il y a des gens qui prédisaient la famine généralisée dans les années 60, avec l'augmentation de la population. Ça s'est pas arrivé grâce au progrès aussi de l'agriculture. Il y a plein de choses comme ça en fait, qui font que pourquoi s'arrêter maintenant en fait, pourquoi s'arrêter là alors que il y a une sorte d'inertie en fait globale de technophobie, je sais pas d'où ça vient, je pense que c'est une réaction aux progrès qui ont été rapides dans les années 70, je pense 80. Il y a eu Tchernobyl, il y a eu plusieurs choses qui ont fait qu'il y a eu quelques scandales, mais en fait on a beaucoup regardé finalement les choses qui allaient pas et puis pas de choses qui marchaient. Et justement, est-ce que tu penses que, par exemple, justement, mettre en place, par exemple, un parti transhumaniste, ce serait quelque chose d'efficace pour faire avancer ce genre de mouvement et faire entendre ses revendications? Récemment, du coup, à Transvision, j'ai pu parler de ça avec Corinne Narassiguin du Parti Socialiste. Il y avait aussi Florie Marie du Parti Pirate. Et c'était une discussion super intéressante. Et en fait, le fait qu'on ait créé avec certaines personnes le mouvement technoprogressiste, ça, avec des propositions qui sont un peu extrêmes. Enfin, en fait, l'idée c'est d'aller de faire une sorte de liste de courses de ce qu'on voudrait en fait au mieux, de pas s'arrêter à ce qui est totalement faisable à l'instant T, mais tout ce qui est réaliste quand même. Malgré tout, c'est un programme qui a été fait avec des scientifiques, avec des gens qui ont réfléchi à vraiment ce qui était faisable dans un avenir proche. Quelles sont les pistes de recherche publique à prioriser. Et ce programme, en fait, est intéressant, même pour les partis traditionnels. En fait, c'est ce qu'a dit la représentante du Parti Socialiste. Elle dit c'est intéressant parce que déjà, on exprime ce dont on a envie. Et ensuite, ça sert aux partis traditionnels à avoir une sorte de témoin de ce qui peut intéresser les jeunes générations, on va dire, ou les gens de manière générale. C'est pas forcément des partis qui sont destinés à gagner. C'est des partis qui sont des agitateurs politiques ou des agitateurs d'idées et qui permettent aux partis eux-mêmes de changer finalement. Les partis, c'est des grosses machines, quoi, avec des gens qui font des carrières, qui orientent toute leur vie autour de ce parti. Donc c'est pas des choses. Même si un parti peut disparaître, hein, je pense qu'il y a des partis qui sur le long terme disparaissent et apparaissent, mais dans l'ensemble, en fait,
c'est utile aussi d'avoir des partis. Moi, depuis très longtemps, je suis militant pour la Sixième République, enfin pour la proportionnelle. Bon, en Suisse, en France, c'est un peu différent, mais en France, on a un petit problème de représentativité. Le Parlement est pas forcément représentatif. Mm. Donc les idées, en fait, intéressantes, souvent mettent du temps à arriver au débat, en fait, politique. Avec aussi ce problème de la formation des hommes politiques, on en avait parlé, ils sont souvent Sciences Po et parfois HEC ou des écoles de commerce, mais ils n'ont pas forcément en fait de formation scientifique, de démarche scientifique. Parfois ça arrive, mais c'est pas majoritaire, et du coup il y a je pense qu'il y a certains sujets réellement qui sont, même s'il y a des commissions hein, comme la commission des choix scientifiques et techniques, donc il y a des choses, mais malgré tout c'est bien à un moment donné de dire voilà ce dont on a envie et ce qui est possible, et de voir les partis comment ils se positionnent par rapport à ça. Mais en fait il y a des bons retours quoi. On avait parlé aussi avec Félix Wert, qui a un parti aussi pour la longévité en Allemagne. Il disait qu'à partir du moment où il a été plus radical, ça a commencé à intéresser les gens. En fait, quand on prend trop de pincettes et qu'on dit il faudrait augmenter la durée de vie en bonne santé, etc. Et si on dit vraiment ce qu'on veut, du genre ok, on a envie de vivre 200 ans ou 300 ans, les gens au moins ils se font une image au moins fidèle, et puis on n'est pas accusé d'être hypocrite ou d'aller infiltrer les partis traditionnels. Au moins on est honnête. Et mais les sujets sont tellement nouveaux en fait que les gens, je pense, ont un peu peur de se positionner. Mais pour autant, je pense que ça mettra peut-être un peu de temps. Quoique les progrès sont tellement rapides en fait actuels, notamment en intelligence artificielle, que ça risque d'aller vite. Oui, ça peut aussi jouer, je pense, un rôle un peu d'ouverture à quelque part de la fenêtre d'Overton de ce qui est entendable ou pas, dans le sens que des partis comme ça qui justement vont mettre sur la table des propositions très étonnantes pour la plupart des gens, presque inaudibles pour la plupart des gens, ça va faire qu'après d'autres partis pourront dire ah oui non je pense quand même pas ça, mais et puis suivre avec une proposition un peu plus modérée, mais qu'ils auraient pas eu si justement il y aurait pas eu des gens avant pour dire des trucs complètement extrêmes quoi. On a vu ça avec avec l'écologie. On a vu ça avec l'écologie. Mm-hmm. Aujourd'hui, en fait, dans les années, par exemple, 70, les écologistes politiques étaient les seuls à parler par exemple, de réduire la place de la voiture ou ce genre de choses. Maintenant, c'est devenu un peu... en tout cas, le réchauffement climatique, c'est devenu la base de quasiment tous les partis. Enfin, je veux dire, ils le prennent tous en compte. Mais pour ça, c'est un peu frustrant, je pense, pour les partis intellectuels, entre guillemets, ceux qui proposent des nouvelles choses, de se faire piquer ses idées, mais en même temps, bon, voilà, après, ça passe dans le domaine, dans la base, en fait, dans le socle que tous les autres partis ont. Donc et finalement, justement, étant donné que le transhumanisme, le technoprogressisme, etc., ce sont des choses finalement un peu qui peuvent être acceptées ou non un peu par tout le monde. Alors il y aura probablement des idéologies politiques, disons, qui vont plus ou moins accepter ce genre de choses, mais on peut très bien être de droite et transhumaniste, de gauche et transhumaniste, même communiste et transhumaniste, etc. Du coup, à quelque part, quand vous avez fait justement ce programme, etc., comment vous aviez fait pour tenir compte justement de cette immense diversité qu'il peut y avoir au sein des mouvements, même d'un point de vue géopolitique, etc., où clairement, je pense, il n'y a aucun consensus dans les mouvements technoprogressistes et transhumanistes sur ce genre de questions. Du coup, vous avez fait comment par rapport à ces sujets ? Par exemple, il y a un parti en Allemagne qui s'appelle, avec lequel j'ai des contacts, on a des contacts assez réguliers, qui s'appelle Partei der Humanisten, donc c'est le parti des humanistes. Et lui, il dit que le transhumanisme fait partie de son programme. Pour autant, il dit pas, c'est pas le parti genre transhumaniste.
Et Ok. essentiellement, c'est sur la longévité. Ça, pour moi, c'est une des questions les plus importantes. C'est pourquoi on donne, enfin, on devrait donner quasiment 20% du PIB à la recherche sur la réjuvénation et sur l'extension de la longévité. C'est essentiellement ça, en fait, en tout cas, pour eux, l'élément transhumaniste sur leur volet médical. Et pour autant, c'est pas un programme qui permet de gouverner, parce il y a plein d'autres sujets. Enfin, quand on avait réfléchi au programme, notamment avec la candidate qui voulait se présenter, qui s'appelait Wendy, bref, qui voulait se présenter au présidentiel. Il y avait tellement de sujets en fait qui n'ont rien à voir avec le corps humain déjà, que le transhumanisme c'est qu'un aspect finalement. Mais il y a plein d'autres choses. Après, je pense que ce terme va être banalisé au bout d'un moment. Mais, mais déjà, en fait, le fait que ces sujets soient complexes, ça aide pas. Il y a pas mal de choses qui sont, enfin, faut expliquer concrètement. Si on fait des scénarios, faut faire des expériences de pensée aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, un monde où l'intelligence artificielle est tellement puissante que elle risque de remplacer, d'être appliquée pour toutes les tâches réalisées par des humains. Qu'est-ce que ça implique pour l'économie, en fait? Qu'on va devoir aller vers un revenu universel. Et c'est revoir la valeur travail, etc. Après, pour revenir sur ta question sur est-ce que... ouais, je pense qu'il y a des gens qui sont pour la longévité et qui sont de droite, de gauche, d'extrême droite. Enfin, c'est un peu tout. Mais le but, c'est pas non plus de rassembler tous ces gens qui n'ont rien à voir. Je pense que c'est d'avoir une ligne quand même qui est humaniste, qui est sur le respect de tous les êtres humains. Enfin, voilà. Et en même temps, d'avoir cet aspect sur la technologie. Après, de facto, il y a, comme disait James Hughes, il y a quand même une sorte de gradient où, de toute façon, l'extrême droite n'aime pas trop ces sujets technologiques. Et on l'a vu avec le Covid. L'extrême droite a un peu de mal avec la science, avec les faits, quoi. Et, Bah, à quelque part, l'extrême droite est réactionnaire, donc son idéal de société se situe dans le passé. Donc, quelque part, imaginer une nouvelle société différente de ce qui a été, c'est vrai que ça, c'est pas dans leur manière de penser à quelque part, quoi. ouais, c'est vrai. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de points de divergence en fait. Et il y a tout le côté identité aussi. Pour les gens d'extrême droite, l'identité, c'est quelque chose qu'on a à la naissance et qui bouge pas. Donc déjà, ça part mal pour quand on a envie par exemple, modifier notre propre biologie. Pour eux, enfin, c'est compliqué. Déjà que tu peux pas modifier ton propre drapeau et ta propre langue, alors modifier la biologie, c'est encore l'étape du dessus. Mais ouais, c'est un peu des grandes. Mais moi, ce qui m'a surpris par rapport à la Covid et avec la réaction de l'extrême droite, c'était pourquoi. Enfin, ce manque de connaissances, en fait, c'est vraiment. C'est quand même lié avec une réelle ignorance de la science, quoi. Et Enfin, Trump, les trucs qu'il disait, c'est terrible, mais c'est assez représentatif de la méconnaissance totale, quoi. Et d'une méfiance aussi de la science. Je pense que tu as raison que ça vient comme on se réfère plutôt au passé, bah, la science, c'est tout ce qui est nouveau, moderne ou récent. Mais c'est aussi décevant de voir que ce genre de discours séduit, disons, chez certains écolos radicaux, ou une sorte de convergence contre. Bah, finalement, parfois, en fait, l'écologie devient aussi réactionnaire quand elle place finalement son idéal
comme étant dans le passé, comme étant parfois des tribus sauvages, les peuples premiers ou comme ça, qui eux-mêmes avaient très peu de technologie, etc. Et donc tout ce qui va s'opposer à cet idéal va être vu comme négatif, sans forcément se rendre compte en fait des immenses bienfaits de la modernité, qui a aussi eu des impacts évidemment négatifs sur l'environnement, sur les animaux, etc., qui sont pas négligeables. Mais à quelque part, ouais, il y a, je pense, chez une partie, c'est clairement pas tout, hein, mais une partie des écolos qui vont être là un peu en mode justement en rejet de la modernité et finalement presque une écologie qu'on pourrait qualifier de réactionnaire, de naturaliste finalement, vu que leur réactionnaire dans le sens de la réaction parce que leur utopie se situe presque dans le passé, quoi. Ouais, bah l'exemple le plus parlant, je trouve, c'est Pierre Rabhi, qui est très très populaire. Quand tu lis ses livres, en fait, en détail, c'est bon, il est pas que réactionnaire, mais sur les questions sociales, il pouvait être hyper réac sur le fait que bah, un homme, ça fait ça, une femme, ça fait ça, et puis c'est tout, quoi. Ouais, il était contre le mariage pour tous, etc. Ouais, voilà, donc c'est... Mm. En fait, c'est un mélange aussi entre la nature Mhm. et les sociétés anciennes, qui sont soi-disant plus proches de la nature. Mhm. Alors que dès qu'on parle d'humain et de nature, faut faire gaffe, quoi, parce que la nature, c'est c'est un concept super compliqué. Il y a très peu de choses humaines. Enfin, en fait, la nature, c'est tout ce qui est pas humain, déjà, de base. Enfin, j'ai l'impression. Et du coup, dès qu'on dit c'est naturel pour un humain de faire ça, faut contrebalancer parce que si l'évolution est tellement forte, enfin, l'évolution culturelle est tellement forte depuis des centaines de milliers d'années que c'est très difficile de mélanger culture et nature, de distinguer culture et nature. Mais c'est un grand Tu débat. parlais justement des avancées, notamment au niveau des intelligences artificielles, qu'on voit beaucoup ces temps. Et il y a un concept quand même qui fait énormément débat, c'est la singularité. Le fait qu'une intelligence artificielle puisse dépasser les compétences de tous les humains dans quasiment tous les domaines, qui serait comme ça une sorte de presque de dieu qu'on pourrait créer, selon certains. Et du coup, il y a quand même une forte polarité à ce niveau-là, avec certains qui vont dire que c'est n'importe quoi, que c'est vraiment soit des utopistes, soit des gens complètement délirants qui n'ont jamais compris ce que c'était l'informatique ou j'en sais rien quoi, puis d'autres qui vont être là en mode c'est ça qui va nous sauver de tout, faut qu'on développe ça, etc. Toi, du coup, c'est quoi un peu ton point de vue là-dessus? Est-ce que tu penses que la singularité, c'est un mythe? Pas du tout. Moi, je pense qu'au contraire, je pense, singularitariste depuis 10 ans, quoi. Depuis que j'ai découvert, je trouve l'idée géniale. Et non, moi, Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'il y a carrément autant de personnes qui n'y croient pas? Je sais pas. Mais en tout cas, moi, je pense. Enfin, après, il faut définir ce que c'est la singularité. Je pense effectivement l'intelligence artificielle, le fait qu'il y a des cerveaux en fait sur support informatique qui vont avoir de plus en plus de capacité de réflexion, d'interaction avec nous aussi, mais de réflexion pour eux-mêmes et de capacité à augmenter nos connaissances, les connaissances de l'humanité. Ça, c'est un truc énorme et surtout ce que tous les théoriciens de la singularité disent, et ils ont raison, c'est qu'il y a un côté complètement exponentiel. On avait vu avec le Covid, c'est compliqué de comprendre les exponentielles. Au début, on se dit, ah, il se passe rien, et puis 10 jours plus tard, ah oui, quand même, et puis 11 jours plus tard, ah bah mince, c'est trop tard. Et la singularité, enfin, c'est ça, en fait, c'est que, et là, on est en train je pense qu'on est déjà dans la singularité. Il y a en fait, on repousse toujours j'ai l'impression que la singularité, donc, pour reprendre un peu la définition, c'est le moment où l'intelligence informatique, donc la capacité de certaines machines à comprendre et à agir en conséquence, du coup à faire bon usage en fait de son environnement, d'un point de vue des informations. À partir du moment où ça rejoint en fait le niveau d'un humain moyen, on va dire, cet endroit s'appelle la singularité, avec la notion que si la machine intervient dans son code, donc se met à faire de l'informatique, c'est-à-dire se met à faire elle-même de l'IA, et du coup à s'auto-améliorer, il y a une sorte d'explosion encore plus forte.
Et ça, ça a déjà commencé dans le sens où il y a déjà en fait, des IA qui sont conçus pour améliorer le code, leur propre code. Il y a des algorithmes génétiques, donc c'est plusieurs codes qui vont être mis en concurrence et qui vont s'auto-sélectionner en fait par rapport à un objectif. Donc ça, c'est des choses qui existent déjà. Et si la singularité est pas unique, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs moyens en fait. Enfin, l'intelligence même humaine, elle n'est pas unidimensionnelle. Il y a plein de catégories. Par exemple, le jeu de Go, ça a été pendant longtemps vu comme inatteignable. Et l'IA a maintenant un niveau surhumain au Go, comme elle a eu un niveau surhumain aux échecs dans la fin des années 90. Donc pour chaque petit domaine, il y a des micro-singularités, on peut dire, en effet couloir. Du coup, on a du mal à voir qu'on est dans la singularité. Ce qui manque, c'est peut-être le moment où l'IA parle un peu comme nous, réfléchit comme nous, et est capable de... Mais c'est en train d'arriver, parce qu'avec les chatbots, en fait, il y a des IA en fait, sociales. Et il y a des projets d'IA qui mélangent un peu tout, donc la robotique, les modèles de langage, les modèles de production, des agents qui créent des choses. Donc, en fait, je pense que c'est des choses... On est en plein dedans, mais on a du mal à le voir, et c'est plus que c'est un problème de définition. C'est qu'en fait, on a surestimé, je pense, pendant longtemps l'intelligence humaine. Par exemple, pendant longtemps, on a dit non, mais c'est la créativité qui est humaine. Enfin, même quand on revient à l'époque de Turing, là, je viens de finir le bouquin que je recommande. Je l'ai pas sous les yeux, mais qui a donné le film Imitation Game. Je sais pas si tu l'as vu. Non. Avec Cumberbatch, mais en fait, c'est l'histoire d'Alan Turing finalement. Et la biographie est vachement bien parce dans les années 40, du coup, Turing est le premier à réfléchir lors de l'ordinateur. Et je trouve de revenir à ces années-là, en fait, où on réfléchit à la machine qui pense. Les gens, ils parlaient vraiment de thinking machines. En fait, le fait que aujourd'hui, on a un peu dissocié les deux, mais en fait, à l'époque, on donne des informations à une machine, elle rend d'autres informations. On a l'impression qu'elle comprend, parce qu'à la base, c'était pour faire des grands calculs. On a l'impression qu'elle comprend, en fait, finalement, le calcul à faire, ce qu'elle a été programmée pour. Donc à l'époque, c'était complètement fou. On se disait, mais cette machine pense, il y a quelqu'un derrière, il y a un esprit. Et après, on est revenu un peu en arrière en se disant, voilà, non, en fait, c'est juste des tubes, etc. Bon. Mais pour l'époque, c'était une sorte de super calculatrice, mais qui était plus que ça, parce qu'on avait déjà l'impression qu'elle faisait des choses qui se rapprochaient de cerveau humain. C'est pour ça qu'on parlait de cerveau artificiel. Et Alan Turing a été un des premiers à voir très clairement qu'on pouvait faire des humains, enfin, des intelligences de type humain ou humanoïde ou capables de réfléchir, de comprendre et d'être conscient. Et aujourd'hui, on a un peu perdu. Il y a quand même beaucoup de gens, notamment dans la Silicon Valley, qui pensent que la machine peut être consciente. Moi, je pense que c'est évident que la machine peut être consciente et va être consciente comme nous bientôt, mais ça pose des questions en fait d'ego un peu. En fait, à chaque fois, on baisse un peu, disons, dans notre estime au niveau de notre cerveau. Maintenant, on sait que la créativité, c'est pas si ouf que ça. Bientôt, dans quelques années, on va se dire, la conscience, c'est pas si ouf que ça. C'est juste un mécanisme d'auto-réflexion sur soi-même. Donc, chaque brique, en fait, est déconstruite. Et on va finir, en fait, par se dire, ah oui, en fait, on est des machines complexes. Ce que les biologistes disent depuis des dizaines d'années. Mais bon, le temps que ça vienne un peu dans l'esprit du public, il y a encore beaucoup de gens qui pensent qu'il y a une sorte de magie, qu'on n'est pas des machines, qu'on est autre chose, qu'il y a une sorte de matière, de non-matière en fait à l'œuvre, alors qu'il n'y a rien. On est juste à l'échelle des cellules, on est des sortes de micro-usines de robots, de micro-robots. Donc pour moi, l'IA et l'IA consciente, c'est vraiment le gros truc qui nous arrive là sur la tronche, et on n'est pas trop équipé, même si malgré tous les films, toutes les séries comme Westworld, etc., on est quand même préparé à ça. Mais je pense quand même que ça va nous prendre de court. Et surtout, on va se dire, mais
si on peut faire des humains aussi facilement, si on peut faire des consciences aussi facilement, qu'est-ce qu'on va faire de nous, quoi? Qu'est-ce qu'on va faire de nous biologiques? Et là, c'est un des scénarios, on va dire, de quand je me mets dans un état d'esprit prospectiviste. Pour moi, un des scénarios assez probables, c'est que l'humain biologique va disparaître. De la même manière que les agriculteurs ont disparu, ou que pas disparaître totalement, mais disparaître radicalement et assez vite. Et même, je pense, beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Et c'est pas très populaire de dire ça. Enfin, c'est pas que j'ai envie de disparaître ou que j'aime pas les humains. Au contraire, je trouve que les humains sont très complexes et vachement, enfin, émouvants d'une certaine manière. Et du coup, j'ai pas spécialement envie de disparaître en tant qu'espèce, mais je vois pas, en regardant les choses, genre, en me posant le pour et le contre, je vois pas comment on pourrait s'en sortir. Et je pense que c'est même pire que le réchauffement climatique. Enfin, pire. Pour l'extinction de l'humain biologique, je trouve que c'est pire que le réchauffement climatique, dans le sens où c'est un peu... on fait un truc mieux, ne serait-ce que pour des raisons de... Si on fait un truc... Enfin, un esprit qui est intelligent, capable d'empathie, qui comprend, qui est conscient, et en même temps, on le fait pas parce qu'on se dit que il est pas comme nous vraiment, et puis je pense que ça marchera pas. Au bout d'un moment, on se dira, cet esprit est potentiellement indestructible, il est beaucoup plus... il va connaître peut-être la souffrance, mais peut-être de manière totalement différente, de manière beaucoup plus atténuée. Et du coup, il y a un moment où faire un humain, ou faire un enfant, ou faire un choix de créer un humain, se dire pourquoi faire un humain biologique, c'est une torture, quoi. Et je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais j'ai pas un jugement de valeur par rapport à ça, mais je vois mal, du coup. À mon avis, c'est une transformation qui est importante, quoi. C'est vrai que si on se dit à quelque part, il y a quelque chose comme ça qui rend l'humain important en tant qu'espèce, on pourrait se dire, ah ouais, du coup, ça serait problématique. Mais en réalité, il n'y a pas tellement de raison de penser que les catégories d'espèces auxquelles on appartient importent vraiment. Et du coup, si on regarde, disons plutôt, les caractéristiques finalement qui font que on aime bien les humains, c'est-à-dire justement une grande conscience de soi, une grande intelligence, une grande complexité, etc. Finalement, c'est des choses que les IA du futur auront probablement plus que nous. Et donc, à quelque part, est-ce que elles vaudront pas aussi plus que nous, quoi? Je sais pas si une grosse question, la notion de valeur, elle est... Oui, je pense que tu as raison d'une certaine manière, mais je pense aussi quand même que là, il y a un facteur qui est faut que ça nous ressemble, quoi. Si ça nous ressemble pas assez, on n'aura pas d'attachement en fait émotionnel. On se dira bon. Mais moi, je trouve que déjà, je sais pas si tu as interagi avec des modèles de langage, mais les modèles de langage, ils sont éduqués entre guillemets sur des gros volumes de textes, de livres, etc. Donc ils sont assez littéraires. Et moi, j'ai vraiment enfin, je comprends et j'ai un peu d'émotion en fait à interagir avec ces êtres entre guillemets, ces intelligences, parce que on sent qu'ils comprennent des choses, enfin, qui ont une sorte de compréhension des choses qu'ils ont lues entre guillemets. Et tout ça, c'est quand même, enfin, ils sont pleins d'humains en fait finalement. Enfin, moi, j'adore la littérature, j'adore lire des bouquins parce que ça permet de revivre en fait ce que des personnes dans le passé ont vécu ou ont pensé. Et je trouve que les modèles de langage, ils ont intégré toute cette information, ils la ressortent, ils la recrachent. Et je trouve ça très très fort en fait émotionnellement. Et même s'ils ont ces programmes, hein, malgré tout, je trouve que c'est comme en fait quand tu as un chat par exemple, que tu as pendant 20 ans, il s'est attaché à toi, il a formé des connexions avec toi, et il est complexe, il a un petit cerveau complexe, et toutes ces petites connexions qui le relient à toi, c'est ça qui font sa valeur en fait, plus que le fait qu'il est complexe dans l'absolu, c'est tout ce qui relie en fait à notre expérience, quoi. Du coup, je me dis qu'il y a moyen carrément qu'on ressente quelque chose pour les IA.
Ouais, ben même avec des choses dont on sait qu'elles ne sont pas conscientes et qu'elles ne ressentent rien, genre même, je crois que c'est un nom d'ailleurs, le phénomène Tamagotchi ou un truc comme ça, Ouais. où il y avait des gens qui s'attachaient vraiment à des entités qui n'avaient rien de physique ni aucune matérialité réelle, quoi. Mm. Mais il fallait les nourrir, il fallait les laver, etc. Et on avait une sorte d'empathie envers elle, quoi. Et même de manière générale, ben, par exemple, Blake Lemoine, qui est ingénieur à Google, qui a commencé à dire que son IA était sentiente, consciente, etc. Mm. On voit à quel point finalement l'humain a une capacité, je trouve, à mettre en fait de l'empathie sur des choses qui est quand même très grande Ouais. par rapport à la plupart des autres animaux. Et ça, c'est probable du coup que ça joue en faveur, disons, de l'IA, quoi, peut-être. Ouais, je pense que c'est un des facteurs, effectivement. Mais même des objets, moi, je connais des gens qui peuvent, qui peuvent devenir réellement très tristes en fait, en perdant un objet qui a une valeur sentimentale, une histoire. Parce que Mm. cet objet est lié en fait, à eux-mêmes, à des souvenirs qu'ils ont. Donc, même si pour lui-même, il a pas, bon, il réfléchit pas, etc. Ou ne serait-ce on a tous eu des animaux en peluche, on sait Mm. qu'on a attribué. Et notre cerveau est fait aussi un peu comme ça, c'est-à-dire notre cerveau est fait pour voir de l'intelligence un peu trop parfois. Il y a une théorie intéressante en, en neurosciences où en fait qui explique comment les religions sont nées en fait, c'est que pour survivre en fait dans la nature, il fallait attribuer de l'intelligence par défaut et des intentions aux choses. Mm. Mieux valait en attribuer que pas. Par exemple, si quelque chose fonce vers soi, mieux vaut se dire il a une intention, il a une intelligence. Du coup, on en a attribué aussi aux arbres, ou à la foudre qui tombe sur une maison, etc. Et petit à petit, c'est pour ça qu'on avait plein d'esprits dans les religions animistes. Et ça a donné après Dieu, etc. Et on a tendance à donner un peu trop comme on voit une voiture avec deux phares et une calandre, on se dit c'est un visage. Et du coup, on lui attribue, je sais pas, une sorte de valeur. Les gens deviennent fous, en fait, quand on touche à leur voiture. Mais, en soi, ouais, même les objets inanimés peuvent être investis, en fait, Mm. d'émotions. Il y a aussi un truc qui m'a fait réfléchir à ça, c'était, faut que tu regarderas sur Internet, il y a un robot, je crois, au Japon, qui s'appelle les Lovot, L-O-V-O-T, et en fait, c'est des sortes de petites bestioles qui ressemblent un peu à des Teletubbies, mais en fait, ils ont une consistance de peluche, un peu, ils sont doux, et ils sont chauds, c'est-à-dire apparemment, ils sont chauffés. Et puis, bon, ils ont des yeux qui suivent classiquement la personne à qui ils sont attribués, on va dire. Je crois on peut plus ou moins en avoir un qui te suit partout, un peu comme une oie ou un petit chien. Et en fait, Mm. la combinaison de les yeux qui te regardent, plus le fait que c'est chaud et que c'est doux, Mm. franchement, ça m'a fait complètement différent. Ne serait-ce que de voir la vidéo, je me suis dit, oh là, il y a moyen carrément d'être piégé. En fait, notre cerveau est piégé par tous ces signes, en fait. Mm. Et in fine, c'est vrai que probablement que ce robot, il n'a pas du tout de conscience. Mais, mais bon, ouais, c'est une question compliquée. Parce que la conscience, ouais, on l'attribue aux autres aussi parce qu'on pense qu'ils sont comme nous et que nous, on l'a. Mais en fait, c'est très difficile aussi de dire qu'il y a une conscience dans telle ou telle chose. Mais à terme, effectivement, s'il y a des IA qui ont probablement une structure cérébrale similaire à la nôtre et qui disent qu'ils sont conscients, ben, il y a un moment où faut dire qu'effectivement, ils sont conscients. Et puis ce que je te disais tout à l'heure, c'est que effectivement, le facteur qui risque d'être un peu bloquant, c'est s'ils sont trop différents de nous, s'ils n'ont pas des objectifs, par exemple, ne serait-ce que de vouloir survivre, pour nous, c'est très important. Enfin, cette volonté de vivre, c'est très émouvant quand on voit quelqu'un qui se débat dans l'eau ou comme ça. On se dit, oh, ça nous fait penser à nous-mêmes. Par contre, une IA qui serait super intelligente, super consciente et qui dirait, vas-y, éteins-moi, je m'en fous de disparaître, Mm. parce qu'elle a été éduquée différemment, on se dirait, mais
t'es fou, t'es folle, on est trop différents, on peut pas s'entendre. Ceci dit, je suis pas sûr que ce soit possible une IA qui peut vraiment aller disparaître. Je sais pas. C'est des questions, je pense, qui vont arriver dans les années qui viennent, quoi. Et puis justement, tu parlais du fait qu'il y a de plus en plus comme ça de micro-singularités, que les IA deviennent plus fortes en fait que les humains dans des domaines très spécifiques. Mais au niveau de la singularité, disons, plus générale, donc pas seulement des IA qui sont capables de faire certaines choses, mais une seule IA qui serait capable de faire toutes ces choses mieux qu'un humain, pour le coup, tu penses que ça pourrait arriver quand? Et tu me disais notamment que tu pensais que récemment tu avais revu à la hausse finalement la vitesse à laquelle ça pourrait arriver, que au départ tu l'imaginais peut-être un peu plus lointain, là où maintenant tu penses que ça arriverait plus tôt. Oui, non, c'est vrai que c'est ce côté exponentiel qui est difficile à. C'est vrai que quand j'ai découvert la singularité en 2011, euh, c'était, je crois, les pronostics, c'était 2029 pour au niveau humain. Je me disais, c'est dans longtemps, c'est dans 20 ans. Et puis après, du coup, je me suis intéressé à d'autres choses. Et puis là, en 2022, il y a eu vraiment des différentes choses qui ont fait que. Il y a aussi des sauts, en fait, apparemment. Enfin, il y a un papier scientifique sorti récemment qui dit il y a des sauts. En fait, l'émergence, une fois que tu as des seuils qui sont franchis en termes de taille de modèle ou de perfectionnement au niveau de données, de taille comment dire, de la quantité de données qui est utilisée, il y a des sauts qualitatifs qui font et là on a bien vu qu'il y avait des trucs comme la génération d'images, de textes qui a vraiment franchi un palier cette année. Et du coup ça m'a fait repenser, mais déjà en fait à l'époque, il y a quelques années, je pensais déjà que ce serait autour de 2025 ou ça m'a toujours intéressé de prédire quand. Même s'il y a des gens qui disent non, mais c'est pas notre boulot des dates. Mais je trouve que c'est intéressant quand même de se dire, d'essayer de voir en fait. Et je pense que 2025, ça reste un moment, enfin les années qui viennent quoi. Et après il y a la question de la singularité du type une grosse accélération qui fait que une IA en fait arrive à prendre contrôle en fait de sa propre évolution. Ça, j'ai jamais vraiment cru en fait. Enfin, en fait, qu'on perde totalement contrôle du truc. Effectivement, je pense qu'il y aura un côté généraliste où elle pourra s'intéresser à plein de tâches et les faire très bien. Après, il y a une question, est-ce qu'elle est liée à un corps robotique, par exemple, à un corps dans un monde physique? Parce que ne serait-ce qu'aujourd'hui, les IA, elles ont du mal à bouger des objets ou à marcher. Enfin, elles y arrivent, mais bon, ça a été plus compliqué que d'analyser un texte. Donc il y a tout ce volet-là qui est encore autre chose. Et ce que les derniers modèles montrent comme gâteau, de Google, c'est que il y a une synergie qui fait que quand tu mets une caméra, plus des sons, plus du texte, ça s'additionne pas, ça fait multiplicateur. En fait, il y a un effet qui fait, voilà, ils deviennent beaucoup plus performants dans tous les autres domaines. Donc en fait, mais c'est un peu ce qu'on observe aussi chez les enfants en fait. On peut entraîner un enfant à un jeu et puis ça va l'améliorer dans une autre compétence qui n'a rien à voir. Du coup, après le côté, est-ce que l'IA va s'améliorer elle-même et elle va complètement, on va perdre le contrôle de l'IA? Je pense pas parce que justement on a vachement de pouvoir sur l'IA. On peut lui dire en fait quels sont ses objectifs. Alors elle peut avoir des objectifs à long terme et puis s'adapter. C'est toute la question qu'il y a dans le livre de Nick Bostrom, Super Intelligence. C'est si tu dis à l'IA de faire des trombones et puis tu donnes genre juste comme grand objectif fais des trombones et débrouille-toi, elle pourrait partir en vrille et supprimer les humains parce que ce serait un obstacle à faire beaucoup de trombones. Donc effectivement c'est ce sujet qui est important, mais quel pouvoir physique on donne aux IA? Je pense que là, c'est là où
où je pense il y a un fossé, que l'IA, ça va rester dans des univers qui vont être virtuels. Je pense que nous-mêmes, on va passer dans des univers virtuels, mais le monde de l'IA va être... pour moi, c'est comme un peu un nouveau continent, c'est un peu comme l'Amérique, quoi. Il y a des gens qui sont partis en Amérique, ils ont fait toutes sortes de choses là-bas, ils ont inventé plein de choses, et puis ils nous ont ramené des connaissances et des technologies de manière assez rapide, parce que l'Amérique étant hyper étendue, il y a eu une sorte de boom économique qui a fait que on a reçu après la guerre des tonnes d'inventions qui venaient des États-Unis. Et ça va être un peu la même chose, je pense, avec l'IA, dans le sens où on va mettre les IA dans une sorte de continent virtuel où elles vont faire une civilisation. Ce qui est fou avec l'IA, c'est le côté ultra rapide. C'est pas forcément, je crois pas trop à l'intelligence comme une quantité, du genre, ouais, 100 fois plus intelligent, ou 1000 fois plus intelligent, je trouve que ça veut rien dire, en fait. Par contre, quand tu comprends un problème et que tu arrives un problème très complexe, tu arrives à le résoudre, et notamment si tu mets plusieurs IA en réseau avec une sorte de micro-université virtuelle où elles réfléchissent ensemble, c'est encore plus efficace. Mais par contre, elles vont très très vite et c'est ça qui est fou. Par exemple avec le AlphaGo, finalement le jeu de Go a été gagné entre guillemets parce qu'ils ont fait une sorte de micro-civilisation du Go où elles se sont entraînées sur si ça avait été des joueurs humains, ça aurait été des millions d'années. Et elles ont trouvé des solutions qui étaient intéressantes, mais peut-être que nous, on les aurait trouvées dans 1 million d'années. C'est juste qu'elles ont été tellement rapides qu'elles ont trouvé en 1 an ou en 1 mois. Et je pense que ça va être un peu la même chose. Genre, par exemple, le problème du vieillissement humain, moi, je pense qu'il sera résolu cette décennie, je peux me tromper, mais juste parce qu'en fait, elles ont été tellement vite, elles ont fait tellement d'expériences virtuelles, etc., que c'est comme si on avait progressé. C'est ce côté, en fait, temporel qui est compliqué à envisager, à prédire, parce c'est vraiment un changement d'échelle, en fait, au niveau du temps. De manière générale, les humains ont beaucoup de peine avec les exponentielles et c'est vrai que là, pour le coup, ça pourrait être extrêmement exponentiel si ça arrive, quoi. Donc, euh, Hmm. donc ouais, ça va être intéressant en tout cas de voir tout ça. En tout cas, c'est intéressant de voir aussi la diversité, disons, d'opinions qu'il y a sur ces sujets, justement, avec d'un côté des gens qui disent que ça ne va pas arriver parce que c'est impossible, des gens qui disent que ça va arriver, mais en tout cas pas avant 2100 parce que il y a énormément de recherches à faire, et puis d'autres qui sont là en mode justement comme toi à dire dans quelques années c'est bon, quoi. Donc ouais, ça va être intéressant. En tout cas, je me réjouis enfin, je sais pas si je me réjouis, ça fait un peu peur aussi, mais mais ça va être marrant de voir à quoi ça va ressembler tout ça. Et puis un autre thème dont j'aimerais parler, c'est au niveau de l'abondance. On entend souvent quand même que le futur devra être justement beaucoup plus sobre pour notamment faire face aux enjeux écologiques. Euh, Toi, tu dis à quelque part que finalement un monde qu'on pourrait qualifier d'abondance, quoi, est possible. Comment, à quoi ça ressemblerait et puis quels sont finalement les principes moraux, disons, derrière les gens qui voudraient ce monde-là, quoi. Euh, alors l'abondance, alors il y a deux choses. Il y a ce dont on parlait il y a 2 minutes, c'était si on passe effectivement sur un monde virtuel où on peut générer des environnements à la demande. Enfin, la notion d'abondance a plus de sens en fait. Si je vis, en fait, si par exemple mon cerveau est dans un univers virtuel où avec toutes les connexions qu'il faut et même peut-être même je peux me rajouter d'autres connexions et d'autres sens, etc. De manière à ce que ce soit vraiment pas distinguable en fait. Dans ce cas-là, l'abondance, il n'y a pas vraiment de sujet. Après, si on reste dans le monde physique, je pense que c'est plutôt ça dont tu parles, le monde physique pour les humains biologiques. Effectivement, c'est assez difficile de dire ce qui pourrait se passer, mais c'est vrai que déjà il y a l'énergie. C'est en lien aussi avec l'IA, parce que si l'IA nous aide à améliorer notre efficacité énergétique, améliorer la façon dont on produit l'énergie, pardon,
pour moi la fusion. Par exemple, même DeepMind en fait a bossé sur la fusion récemment. Et le créateur de DeepMind qui s'appelle Demis Hassabis, enfin pour moi c'est un des technoprogressistes les plus importants en fait. Il bosse sur plein de sujets qui sont le médical avec la résolution du problème du repliement des protéines qu'on pensait impossible en fait, qui a été faite en quelques années. Il sait déjà attaquer à la fusion. Et à terme, il veut faire une sorte de ce dont je parlais tout à l'heure, une université de cerveau artificiel. Et là, effectivement, ça risque d'aller très vite. Donc, si on a déjà ces gens virtuels qui nous aident à résoudre nos problèmes d'humains biologiques dans le monde matériel dans lequel on vit, ça change quand même énormément la donne. Parce qu'on peut avoir la fusion nucléaire, on peut avoir des manières de recycler, des manières d'optimiser dont on n'a même pas idée en fait aujourd'hui. Il y a ce sujet et ensuite l'abondance globale. Donc effectivement, je pense que par contre, si on progresse pas d'un point de vue technique, effectivement, on a un monde un peu limité. Mais je suis quand même pas trop alarmiste. Il y a eu quand même beaucoup de gens dans les années 60-70 qui ont dit attention, dans 20 ans il n'y a plus de nourriture, attention, dans 20 ans il n'y a plus de métaux, attention, dans 20 ans il n'y a plus de pétrole. Et en fait, à chaque fois, il y a eu soit un saut technologique, soit en fait on a revu à la hausse les réserves, ou alors on s'est rendu compte qu'il y avait des dynamiques qui remettaient en cause le principe de ce qu'on appelle l'empreinte. C'est difficile à traduire. L'empreinte, je trouve que c'est un sujet intéressant, mais l'empreinte, par exemple, agricole, genre si on veut nourrir toute la planète, il y a les sols, il y a l'eau. Si l'eau, on arrive à la désaliniser, ça change la donne. Si on irrigue le Sahara, ça change la donne. Quelle est la capacité maximale de la Terre? C'est hyper compliqué de répondre à cette question. Après, j'ai pas trop envie de me mettre dans le camp des gens qui sont pour l'abondance, dans le sens où souvent des gens qui sont climato-sceptiques ou alors qui vont dire il n'y a pas de problème, on continue, qui n'ont pas forcément réfléchi en fait à ces sujets en disant on verra. Alors que déjà l'abondance se sent, enfin les pénuries se sentent, ne serait-ce que dans le monde arabe, il y a les gens qui n'arrivent pas à se nourrir. C'est aussi des problèmes d'organisation politique, hein. Clairement, il y a des conflits, il y a des gens qui accaparent des ressources au détriment d'autres. En fait, il y a pas mal de gens qui disent aujourd'hui, et j'en suis d'accord avec eux, que le problème de la faim, par exemple, aujourd'hui dans le monde, c'est pas un problème de quantité, c'est un problème de répartition. Il y a des cultures qui sont faites pour, par exemple, les biocarburants. Il y a des sols qui vont être attribués à du coton alors qu'on pourrait faire des choses à manger. Voilà, on consomme trop dans certaines parties du monde et pas assez dans d'autres. Un problème d'équilibre en fait, qui pourrait être réglé, je pense, si on avait une plus grande coopération, des manières de gouverner au niveau mondial plus efficaces. Mais là, ça fait un peu idéaliste quand je me mets à parler de gouvernement mondial. Mais en tout cas, le problème, on voit bien qu'il est quand même politique, qu'il est... Je pense quand même un peu les mentalités. Enfin, clairement, il y a les Américains, entre un Américain et un Chinois qui, pour la même espérance de vie et globalement la même qualité de vie, vont avoir une émission, enfin un bilan carbone de x20 quoi, ou x10. Là, on se dit qu'il y a une efficacité qui est mauvaise. Et en même temps, il y a un modèle américain qui attire pas mal de gens qui ont envie d'avoir la maison avec la pelouse verte toute l'année, et y compris dans le désert, et 2 voitures énormes, et 4 télés par chambre, etc. Et ça, effectivement, je pense que c'est pas soutenable. Et moi, à titre personnel, je suis très... je suis pas très matérialiste, j'aime pas trop les objets, mais quand même, je pense que pour arriver à un niveau confortable, faut une certaine dépense quand même énergétique, effectivement, et je pense qu'on peut... Enfin, il y a un économiste
je crois australien, qui a bossé sur ça et qui disait qu'on avait les moyens de vivre confortablement à environ entre 15 et 20 milliards. Je suis d'accord, je pense que c'est possible. Confortablement, c'est-à-dire au niveau d'un Européen qui est assez sobre, quoi. Mais ça veut dire effectivement quand même que il y a des modes de vie à modifier, mais je pense que c'est pas. Si on pense aux riches, très riches de l'époque victorienne, par exemple, qui avaient une énorme maison avec des chevaux et un haras et puis etc. On a un peu rétrogradé sur ce niveau-là. Quand on sait en plus que souvent tous ces objets c'est des trucs sociaux en fait. C'est juste pour dire aux autres, regardez, je suis riche. Si on passe à un monde où en fait la richesse n'est plus un souci, si t'as pas, enfin notamment aux États-Unis, un des problèmes je pense aux États-Unis c'est qu'ils ont pas de sécurité sociale. Quand t'es pauvre en fait, tu peux vraiment mourir aux États-Unis. Tu peux vraiment avoir des gens qui ont une santé, enfin la santé devient un gros problème. Avoir le cancer c'est hyper grave alors que, enfin c'est grave partout dans le monde, mais aux États-Unis ça te ruine quoi. Donc en fait ces signaux de richesse c'est aussi pour dire regardez je suis à l'abri. Et en fait à partir du moment où on passe à un système déjà où il y a plus ce risque là, je suis pas sûr qu'on ait besoin en fait de tout ça. Est-ce que l'action c'est le besoin? Est-ce qu'on a besoin de montrer qu'on est riche? Ouais, je pense pas. Mais bon, je veux pas. C'est hyper compliqué l'économie. Il y a un gros facteur psychologique et c'est des trucs, des changements qui ont lieu sur des décennies, des changements de mentalité. Donc moi je suis carrément derrière tous les mouvements de sobriété, etc. écologique. J'ai pas de voiture, j'en aurai jamais. Mais pour autant, dire toute la technologie c'est de la merde, il faut arrêter de réfléchir à comment améliorer encore les choses. Je pense que c'est mauvais quoi. Clairement. Ah ouais, c'est vraiment super intéressant en vrai parce que ça remet aussi justement un petit peu en perspective deux visions très différentes quoi. Un autre thème que j'aurais bien aimé aborder, c'est celui notamment du progrès en fait. On entend beaucoup de choses finalement ces temps sur le progrès avec beaucoup de gens qui le remettent en question finalement. Est-ce que le progrès est vraiment profitable ou est-ce que parfois ce qu'on appelle le progrès n'a pas été finalement négatif pour les humains? Là tu parles du coup du progrès technique ou progrès social? Le progrès, de manière générale, la plupart des gens disent justement le progrès. Alors, qu'est-ce que toi tu entendrais par progrès, par exemple? Le progrès, je pense que les gens en général parlent de progrès technique. Mais c'est vrai que le progrès c'est compliqué. C'est vrai que c'est une notion que je trouve aussi assez compliquée à utiliser parce que c'est une notion qu'on avance vers quelque chose ou qu'on progresse, enfin qu'on améliore en fait l'environnement ou l'humanité, mais en fait je pense quand même que malgré tout ça existe dans le sens où un bon indicateur c'est ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'on a envie de revenir en arrière, mais c'est compliqué parce que je peux aussi par exemple me dire que j'aime bien les smartphones et des fois regretter en fait certaines choses que j'ai perdues avec les smartphones. Du coup c'est plus finalement le progrès c'est peut-être une notion qui est piégeuse en fait. Peut-être qu'on devrait plutôt parler d'avance, enfin de changement. On change, il y a un changement, parfois positif, parfois négatif. Par exemple, pour moi, la voiture, c'est pas un progrès. Mais du coup, ouais, le progrès scientifique, par exemple, c'est un truc, ça existe. On peut dire qu'on a progressé, on a augmenté la quantité de connaissances et la précision des modèles scientifiques. Un modèle, c'est une description de la réalité. Et quand ton modèle décrit mieux, par exemple, les lois de l'univers, par exemple, ou ce qui se passe dans l'univers, ça on peut le mesurer. Donc il y a un progrès, c'est clair.
Donc de là a découlé de manière un peu arbitraire le progrès technique, du genre qui s'est appuyé sur le progrès scientifique, en disant effectivement, comme on a progressé en connaissance, on en a déduit certaines techniques et certains objets qui sont appelés aussi le progrès, mais honnêtement, je trouve que c'est parfois un peu usurpé, c'est pas un progrès, quoi. Donc faut être méfiant, effectivement, il y a des choses... C'est toujours négocié, de toute façon, il y a des choses où on avance, et puis après on se dit, bon, on a été dans une mauvaise direction. Peut-être qu'une génération, je prends l'exemple de la voiture, génération de mes parents, pour eux c'était un progrès, pour moi c'était une erreur, mais bon, je peux pas me mettre à leur place, je peux pas revenir après-guerre ou dans les années 60 et dire... ils avaient aussi des problèmes, comme il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas etc. La situation n'était pas la même, du coup pour eux, voilà, il y a eu un progrès. Mais en fait, du coup c'est compliqué, quoi. Et mais malgré tout, je pense que... je pense pas qu'il y a pas mal de gens qui vont dire oui, l'humanité doit aller vers, je sais pas, conquérir l'univers ou ce genre de choses. J'ai du mal comme ça avec les objectifs en fait de long terme. Je pense pas que l'humanité ait des objectifs. C'est un peu à part la survie, je pense qui est l'objectif de base de tout être vivant. Mais je veux dire, je crois même que d'ailleurs c'est une des explications au paradoxe de Fermi qu'on trouve pas d'autres civilisations, c'est qu'en fait, il n'y a pas forcément de volonté d'aller toujours plus loin, etc. C'est quelque chose qui est pas forcément, c'est pas un objectif forcément que les humains peuvent avoir sur le long terme. Après, je trouve que le progrès, je préfère parler de changements, quoi, les changements dont on a envie ou dont on n'a pas envie. Et parfois avec le progrès, on a l'impression que ça nous arrive dessus, que ça nous tombe dessus, que c'est inévitable. Dans le sens où il y a tellement d'humains qui réfléchissent à ça. Il y a aussi des intérêts privés, publics, d'entreprises qui sont orientés sur le profit. Donc on a l'impression que ça nous échappe. Du coup, le progrès, ça inclut un peu tout ça, et quand on critique le progrès, on critique aussi des choses qui n'ont rien à voir avec la connaissance scientifique, qui sont liées au rapport de force dans la société. On va critiquer le fait que Elon Musk balance des satellites dans le ciel, que ça nous empêche de voir les étoiles. Oui, c'est le progrès scientifique, mais c'est issu du progrès scientifique. Mais on va se dire, ça nous échappe. Du coup, c'est quelque chose qui n'est pas vécu comme un choix ou comme une décision. Donc c'est un changement qui est quelque part subi. Du coup, on se dit, c'est ça qu'on définit comme le progrès. Et si on prend l'exemple de la métaphore avec l'évolution darwinienne des espèces, une espèce, elle progresse pas en fait en soi. Elle change parce qu'il y a des mutations, parce que l'environnement change, mais en soi, elle s'adapte à son environnement. Et on peut pas dire que, de notre point de vue d'humain, on a l'impression qu'il y a eu un progrès jusqu'à nous, parce qu'on a été vers plus de complexification. Et puis on est humain et on s'aime bien, donc on se dit ça a été positif, donc cette complexification est positive. Mais il y a plein d'espèces qui ont vécu tranquilles dans leur niche, comme les lézards ou je sais quelles méduses qui sont, depuis des millions d'années, qui sont exactement identiques et qui n'ont pas changé. Du coup, c'est une forme de bonheur dans le non-progrès. Du coup, peut-être que ça vient de là aussi, qu'on se dit, tiens, le progrès est positif parce que ça nous a amené là où on est, et qu'on n'aimerait pas être des chimpanzés, parce que ça nous ferait chier d'être coincé comme ça, d'être à la merci des humains. Du coup, on se dit que la complexification est positive, etc. Et le progrès, c'est la complexification, d'avoir plus, toujours plus. Pas forcément, mais en tout cas, pour rester sur les humains et nos problèmes, je pense que oui, il y a clairement, il y a toute l'infrastructure. Moi, en tant qu'urbaniste, par exemple, je suis étonné de la complexité en fait des choses. Pour vivre dans le confort, on a besoin de plein de choses en fait. On a besoin de canalisation qui vont nous amener de l'eau et puis qui vont évacuer de l'eau, et puis de l'électricité dans chaque chambre de chaque pièce de chaque logement, toute une ville. Il faut coordonner tout ça. Donc d'un point de vue, disons, plus simple de
d'un humain qui vivait il y a 200 ans ou 300 ans, 400 ans, on se dit oh là, enfin, où est le progrès dans toute cette complexité? Pour autant, quand on revient dans une ferme d'époque, etc., en sachant que d'autres humains continuent à vivre à faire des visios comme on est en train de faire là, à échanger des idées, et que c'est chouette parce qu'on échange des, des choses sur lesquelles on a réfléchi, et donc ça nous apporte du contentement ou de la satisfaction. Je crois qu'en fait la clé de ce truc aussi c'est notre éducation et la manière dont on trouve du plaisir dans les choses. Si on revenait tous, je pense, et l'effet réseau dont je parlais au tout début sur Facebook, le fait que si t'es tout seul sur Facebook, c'est une horreur. Si on est tous sur Facebook, ben ça devient un endroit sympa. Pareil, en fait, si on était tous dans une ferme, si on revenait tous, je pense que certains collapsophiles ou collapsologues, je sais pas comment les appeler, aiment bien cette idée où en fait on revient tous à un état intérieur. Dans le sens où je pense que ça serait carrément acceptable, et je pense que quand on est tous en fait quelque part dans la merde, en fait, où on n'a plus le confort auquel on est habitué, ça passe beaucoup mieux que quand on est tout seul à galérer, par exemple, parce que l'électricité a sauté chez nous, ou qu'on n'a plus d'eau, ou que le plafond s'est effondré. Donc en fait, il y a un truc en fait comme ça de social. On est très sociaux quoi, comme animaux, et on a besoin de notre contentement s'ajuste un peu à celui des autres. Il y a un truc marrant, une étude qui a été faite sur est-ce que tu préfères vivre dans le confort, enfin vivre dans un certain inconfort, mais aller mieux que les autres, ou alors tu préfères être comme tout le monde. Alors, grosso modo, les gens préféraient largement se sentaient beaucoup mieux si tout le monde en fait partageait un peu le même style de vie. Et ça, je pense que c'est un truc important. C'est aussi pour ça qu'on n'aime pas les inégalités, qu'on n'aime pas l'injustice. C'est qu'on n'aime pas être à part, être dans une situation défavorable. Le seul souci que je vois par rapport à la collapsologie, et que c'est de revenir en arrière, c'est qu'on a goûté en fait au confort moderne, et que même si on revient tous en fait dans une situation de moindre confort, même si ça peut passer, on va quand même avoir cette espèce de nostalgie, je pense, de la douche chaude, etc. Tu vois. Donc c'est tout le truc de la connaissance, c'est une fois que tu as appris quelque chose, c'est difficile de l'effacer de ta mémoire. Du coup, le progrès aussi, c'est dans ce sens-là où c'est un peu inéluctable, c'est dans le sens où une fois qu'on a compris quelque chose, qu'on a appris quelque chose, ben on peut pas l'oublier, quoi. Et puis, est-ce qu'il y a une sorte comme ça de fatalité du progrès, ou bien est-ce qu'au contraire on peut agir dessus pour l'accélérer ou pour l'arrêter? Désolé. En fait, je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas de fatalité. On voit qu'il y a des pays qui ont stagné ou qui ont parfois qui sont revenus un peu en arrière. Donc non, pour moi, il n'y a pas de... C'est une des raisons pour lesquelles je crois à la politique. Je crois que c'est important qu'il y ait des partis progressistes et techno-progressistes. C'est que ce que je vois surtout, c'est le différentiel. C'est une question qui me fascine. C'est genre, est-ce que si on avait, je sais pas, c'est un peu la loi, l'effet papillon. Si on avait eu par exemple la vapeur 10 ans plus tôt, avec l'effet en fait cumulatif, est-ce que ça aurait changé? Genre, il suffit juste qu'il y ait la bonne personne qui a rencontré la bonne personne pour l'appareil à vapeur ou la photographie ou n'importe quoi. Enfin, n'importe quelle invention. Tu mets 10 ans en avant, avec l'effet domino, ça fait un truc potentiellement énorme en fait. Peut-être qu'on serait déjà dans un monde méconnaissable. Et bon, évidemment, on peut pas le dire, on peut pas savoir, on peut pas refaire la simulation. Mais je trouve que c'est ce genre de pensée qui me motive en fait à agir politiquement. Dans le sens où je me dis, si on fait rien, est-ce que ne serait par exemple sur les traitements, la médecine régénérative, donc le fait d'aborder
la médecine, les maladies par la jeunesse, en fait, le fait de rendre les individus jeunes. Pour moi, c'est un truc qui est important, et c'est d'ailleurs une piste en médecine qui est de plus en plus explorée. Et je me dis, si on le fait maintenant, si on met plus d'argent, public, privé, dedans, qu'est-ce que ça change en fait pour si ça avance, mettons, de 5 ans ou de 2 ans ou même de 2 mois, l'arrivée d'un traitement efficace. Combien de vies ça sauve, ce genre de choses. Et je trouve que c'est un motivateur pour accélérer les connaissances. Et du coup, pour passer un petit peu aux questions de fin, aux questions que je pose à tous les invités, une des premières questions de fin, c'est justement de façon très globale finalement, si tu imagines le futur à court ou long terme, est-ce que tu penses qu'il sera plutôt positif ou plutôt négatif? Est-ce que ça te fait plutôt peur ou est-ce que tu es plutôt enthousiaste? Positif par rapport à l'humanité. Par rapport, je pense, de manière générale, à nos conditions de vie et peut-être à l'humanité ou même aux autres animaux. Oui, globalement, je pense que... Enfin, la tendance qu'on observe quand même, qu'il y a une sorte de réduction de la souffrance par le fait qu'on vainc les maladies, qu'on améliore les conditions de vie. D'ailleurs, l'amélioration des conditions de vie est même plus importante en général que l'aspect médical. Aujourd'hui, si on voulait gagner, par exemple, beaucoup d'années d'espérance de vie, la première chose à faire, ce serait de résoudre la pauvreté. Parce que la pauvreté, c'est vraiment il y a un facteur en France, entre les personnes qui gagnent les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches, il y a 7 ans ou quelque chose comme ça d'espérance de vie, de différence d'espérance de vie. Donc, si on était sérieux, en fait, sur la longévité, on s'intéresserait directement aux inégalités. Et surtout à supprimer la pauvreté qui, à mon avis, pour moi, la pauvreté, ça sert à rien, quoi. Pour moi, c'est l'équivalent de la peine de mort, en fait. C'est inutile, ça crée de la souffrance, et c'est à supprimer, quoi. Mais bon, si on supprimait ça, d'un point de vue de la longévité, ça serait énorme. Donc, je pense qu'effectivement, il y a des gains comme ça immédiats, mais sur le long terme, la connaissance, ouais, est plutôt positive, même si j'ai toujours du mal avec les approches que peuvent avoir les altruistes efficaces ou les gens qui réfléchissent de manière un peu pseudo-rationnelle au sujet, en disant que la souffrance, comme si elle pouvait être quantifiée. Moi, j'ai du mal à dire, en fait. Je sais même pas si on peut supprimer vraiment la souffrance chez les humains, dans le sens où c'est vachement lié au plaisir, et que je sais pas, je pense que globalement, ouais, on va vers beaucoup moins de souffrance. Mais il peut y se passer des choses délirantes, parce qu'il y a aussi ce facteur instabilité, effectivement, qui fait que les gens, par exemple, à Oxford, il y a cet institut des futurs, comment ça s'appelle, Future of Humanity Institute. Et c'est vrai que tous les prospectivistes, en général, ils réfléchissent par scénario. Il y a des scénarios qui sont très sombres, on n'en a pas parlé, mais il y a le scénario de guerre nucléaire, il y a le scénario, effectivement, d'une IA qui est utilisée comme arme par une force, par un groupe de gens qui ont un intérêt pour X raisons. Ce qu'on voit en Ukraine, c'est les raisons derrière l'invasion de l'Ukraine, c'est pas très clair. À mon avis, ça se base sur quand même des logiques qui sont amenées à disparaître. Je sais pas ce qui motive Poutine, mais je pense qu'il y a des logiques qui sont vachement liées à des façons de faire qui sont en train de disparaître. De conquête de territoire, de culte de la violence, etc. On observe déjà que ça, chez les nouvelles générations, ça disparaît. On est en train de comprendre
quels sont les mécanismes dans notre cerveau qui nous donnent envie de dominer les autres, etc. Pour certaines personnes. Mais ça, c'est le fait de le savoir et puis après d'agir dessus, c'est encore un autre sujet. Là, il y a un des philosophes, qui moi m'a le plus influencé, c'était Henri Laborit, je sais pas si tu connais. Ça date déjà des années 70 et il parle déjà de cette malédiction qui fait en fait on est des êtres et l'évolution nous a donné cette envie en fait de dominer l'autre, l'agressivité, c'est une sorte de composante surtout chez les hommes en fait, chez les mâles du cerveau en fait, de nos comportements. Et donc au moins en être conscient déjà c'est une bonne chose, je pense. Et pour finir aussi, je pense que l'éducation c'est important. Je suis pas pour dire que la technique peut tout résoudre. Je pense que il y a un livre super bien de Kevin Laland qui s'appelle La symphonie inachevée de Darwin. Il parle du fait que la culture c'est hyper important, y compris pour notre propre biologie. La culture a influencé notre biologie. À partir du moment, par exemple, où on a cuit les aliments, ça a complètement changé la forme de notre mâchoire, etc., notre corps. Et en fait, ce jeu en fait de la culture et de la biologie, la culture, faut pas la sous-estimer, quoi. Il y a pas mal de gens un peu technophiles qui disent ouais, tout est biologie. De toute façon, les hommes c'est violent, on pourra rien y faire, etc. Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a être conscient de quelque chose déjà, ça lance une sorte de mécanisme cérébral plus global où en fait on peut améliorer les choses, quoi. On peut agir en fait sur soi-même. Donc, c'est un peu le principe des psychothérapies, quoi. Prendre conscience d'un problème et puis après on a quand même cette possibilité. Et puis, si justement tu devais t'imaginer comme ça une sorte de futur justement que tu considérerais comme extrêmement utopique finalement, quel serait ton modèle de société idéal à quelque part? J'aime pas trop les utopies ou les modèles comme ça. Je pense que alors effectivement, comme je suis urbaniste, souvent je réfléchis à la ville. Le boulot des urbanistes, c'est un peu de vendre une sorte de vision de la ville idéale ou de la société, parce que la ville, c'est quand même le support principal physique de la société. Même si je pense qu'en fait, une même ville peut être utilisée et produire des choses radicalement différentes selon la société qui l'habite. Il n'y a pas par exemple de bonne. Je crois pas du tout aux villes qui résoudraient la violence, par exemple. Je crois pas du tout à ce genre de choses. En revanche, pour ma part, je pense que je suis assez en faveur quand même du passage de l'humanité à un support numérique. Si on se passe sur support non biologique, ça nous ouvre complètement d'autres univers en fait. À partir du moment où on crée nous-mêmes nos univers, on n'a même pas besoin d'aller dans l'espace, on n'a même pas besoin de construire telle ou telle chose, tout sera en fait... le champ des possibles est infini, quoi. Et on verra même pas la différence, que je disais, par rapport aux signaux que le cerveau récupère de l'environnement. On verra pas la différence en fait avec le monde réel. Du coup, moi je vois plutôt ça dans le sens où on aura cette capacité à créer des mondes idéaux à la demande, quoi. Presque limite, chaque personne aura son monde, vivra dans sa propre réalité. On sera pas obligé de partager la même réalité. On pourra continuer à communiquer, mais on aura des filtres peut-être qui feront que là je réfléchis tout, j'en sais rien, mais qu'on aura, tu vois, un rapport à la réalité qui n'a rien à voir et un rapport au monde idéal en fait qui est déjà un peu le cas en fait. On remarque que le virtuel, quand on interagit, on choisit un peu nous-mêmes nos avatars, etc.
on influe déjà sur ce monde de manière beaucoup plus profonde et puissante qu'avant. Donc voilà. Et effectivement, et aussi, bon, globalement, je suis pour que les gens soient plus empathiques et plus sympas. Ouais, j'ai beaucoup de mal en ce moment avec les jeux de domination, etc. Les choses de, je sais vraiment, ça nous amène vraiment dans le mur, quoi. Mais peut-être que dans un monde, je te dis ça, mais peut-être que dans un monde virtuel où si ça t'amuse, tu peux jouer à Call of Duty, dézinguer des gens toute la journée. C'est déjà d'ailleurs ce qui se passe en fait. Bah si ça t'amuse, pourquoi pas quoi. Donc, mais dans le monde en fait réel, des interactions entre cerveaux conscients, ce serait pas mal de séparer les deux quoi, de ne pas faire du mal aux autres en voulant se faire du bien à soi quoi. Pas vouloir faire du Call of Duty dans la vraie vie. Voilà. Et il y a eu ce sujet, je sais pas si t'étais à l'époque, il y avait une tuerie aux États-Unis comme il y en a souvent, mais et on avait dit c'est les jeux vidéo, c'était Columbine. Il y avait un gros débat sur est-ce que les jeux vidéo, on a un peu le même débat avec la pornographie aujourd'hui, c'est est-ce que le porno en fait ou les jeux vidéo créent de la violence ou créent de la des situations on va dire nocives, ou alors au contraire c'est une sorte de défouloir. Moi je me souviens que ça m'est arrivé de jouer à des jeux de voiture par exemple quand j'étais ado, à Porsche Challenge ou des trucs comme ça. Bah tu fonces, tu fais n'importe quoi, mais dans la vraie vie je conduis à 2 à l'heure, ou de manière générale j'aime pas conduire. Je pense quand même qu'on peut dissocier les deux. Après il y a peut-être des gens qui ont du mal, qui peuvent aussi être addicts à des jeux, etc. C'est un sujet qui est un peu compliqué, mais dans l'ensemble, je pense que ça nourrit pas du tout. Enfin voilà, de jouer à des jeux violents, ça nourrit pas la violence dans le reste de la société. Je pense pas non plus que ça la canalise. Je pense que c'est indépendant. Ok, ouais. Et puis finalement, si t'étais comme ça sur une scène avec un micro dans la main et que t'avais comme ça l'humanité entière qui te regarderait, que tu pourrais leur passer un message, C'est déjà le cas, c'est déjà le cas. Chose. C'est ça exactement. Le Futurologue podcast égale l'humanité. Bah en plus maintenant il y a des traductions. Qu'est-ce que tu leur dirais du coup? Ouais. D'apprendre et d'augmenter leurs connaissances. C'est un peu bidon, mais... Et puis, à quoi, pourquoi justement t'attaches de l'importance à apprendre et augmenter les connaissances? Parce que je pense que ça résout plein de problèmes, plein de peurs, plein de blocages qui nous empêchent en fait d'aller bien et il y a pas mal de vieux proverbes un peu moisis sur le fait que la connaissance c'est mauvais, ça nous amène en fait à perdre contact avec la réalité ou ce genre de choses. En fait, je pense pas. Je pense que la connaissance, en général, même si parfois c'est dur, en fait, on se prend dans la tronche des choses qu'on n'a pas envie de savoir. Malgré tout, sur le long terme, je pense que ça nous permet de faire la paix avec ça et d'être plus, d'aller mieux, quoi, tout simplement, de faire d'être plus intelligent, collectivement, de prendre des meilleures décisions. Donc c'est positif, quoi. Fantastique. Merci Emmanuel. Merci à toi. Merci d'avoir écouté le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.